de l'ISCAE pour cette année 2018, un thème à la page, comme on dit, l'intelligence artificielle, quel rôle aura l'humain dans l'entreprise de demain? Pour ça, nous avons avec nous trois intervenants de haut vol. C'est Reda Sfiani de Vivo Énergie, c'est Hicham Ben Bella d'IBM et c'est Oussama Al-Bahbilla de 3W Academy. Alors, je vais commencer d'abord par les présentations, laisser chacun se présenter et présenter l'entité qu'il représente, et par la suite démarrer directement sur quelques questions de fond avant de donner la parole donc, à nos participants et à la salle. Si Hicham, je commence par vous. Hicham, comme là, est-ce que je voudrais vous présenter en quelques mots et vous présenter IBM également. Alors IBM, c'est une société c'est un géant de l'IT. À proprement parler, c'est une société qui a plus de 100 ans d'âge et qui a passé son temps à se transformer encore et encore et encore. Et là, le tournant technologique d'aujourd'hui, il tourne autour de l'intelligence artificielle et de Watson chez IBM. C'est notre solution d'intelligence artificielle qui, pour la petite histoire, n'a rien à voir avec Dr Watson de Sherlock Holmes. Mais, ça aurait pu. Oh, effectivement, mais en fait, c'est le nom du fondateur d'IBM. D'accord. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est Reda Sfiani. Donc, bonjour à tous. Reda Sfiani, HR Talent Manager au sein de Vivo Énergie Maroc. Donc, c'est l'entité en fait qui est derrière la commercialisation des produits Shell au Maroc et en Afrique, dans 16 pays. Tout d'abord, je voudrais vraiment très sincèrement remercier l'ISCAE de nous permettre de participer, de vous accompagner en tant que sponsor officiel. Et j'ai une touche assez particulière, sentimentale avec l'ISCAE, parce que je suis moi-même lauréat de l'ISCAE. Et je voudrais inviter l'assistance à applaudir vraiment l'ISCAE et l'ensemble des participants pour la qualité de cet événement. Voilà. Merci beaucoup. C'est Oussama. Donc, je m'appelle Oussama, je suis cofondateur de la 3W Academy. En fait, nous sommes une des nouvelles écoles du digital, la nouvelle génération des écoles qui sont spécialisées dans la reconversion professionnelle des personnes qui n'ont jamais touché au code, en les transformant en des vrais développeurs dans un parcours qui est assez réduit. Merci beaucoup. Alors, première question de fond. On parle d'intelligence artificielle et moi je suis un profane. Je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. Si Hicham Ben Bella, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que l'intelligence artificielle? Je peux, mais je peux aussi prendre 2 heures à vous expliquer. Ah non, effectivement, mais le but c'est d'y aller très rapidement et de brosser le sujet de high level. Alors, et aussi situer le périmètre en entreprise. On va garder cette définition-là. Alors, l'intelligence artificielle en entreprise, il y a une ligne très ténue entre ce qu'on appelle le big data, le machine learning et le deep learning. Et l'intelligence artificielle va se greffer à cela. Je m'explique. Ce qu'on veut dire par l'intelligence artificielle, c'est le fait de pouvoir comprendre des choses que seul l'humain arrivait à faire par le passé. C'est-à-dire comprendre des images, pouvoir converser en langage naturel, comprendre des corrélations qui sont, qui sont intuitives chez nous. On arrive à le faire de manière très intuitive, mais une machine, un algorithme, c'est beaucoup plus difficile à y arriver. Donc, c'est ce que permet l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pour encore simplifier les possibilités qu'elle pourrait permettre en entreprise, je vais donner 3 exemples. Elle va transformer l'engagement, la manière d'engager les clients des entreprises, on va les transformer. C'est-à-dire, on pourrait les engager avec ce qu'on dit des conseillers virtuels, des chatbots, effectivement, et changer comment on engage un client. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de changer ou alors de devenir un conseiller éclairé des employés de l'entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, les connaissances qu'a un employé en entreprise, c'est la somme de son expérience, c'est son réseau. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette connaissance. Là, on va se baser sur des moteurs
d'intelligence artificielle qui vont synthétiser cette connaissance et la donner à cet employé. En résumé, un exemple justement, et ça va bien avec Vivo Énergie, avec l'énergie pétrolière, sur des plateformes offshore. On a des ingénieurs qui sont là, qui sont un petit peu coupés du monde, et le but c'est de leur donner la connaissance de tous les ingénieurs qui avaient avant et toute leur expérience quand il y a un problème sur la plateforme ou autre. Et la troisième partie que permet l'intelligence artificielle en entreprise, c'est l'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire que les tâches répétitives, les tâches à très faible valeur ajoutée qu'aujourd'hui on a des employés, des humains qui sont en train de le faire et qui peuvent être automatisés avec l'intelligence artificielle, c'est là où on rentre, on dit on va donner ça à une machine pour le faire et arriver in fine à libérer ces employés de ces tâches-là et de mettre des tâches à plus forte valeur ajoutée. Pour une définition, je pense que c'est très bien, merci beaucoup Sim. Là, on va revenir vers vous dans un petit moment pour détailler peut-être un petit peu plus et donner des exemples encore plus pour notre public. C'est Reda Sfiani. Alors, question de base. Est-ce qu'il y a un rapport aujourd'hui entre l'intelligence artificielle et les RH? Écoutez, Hicham, vraiment merci pour cette question. Moi, je n'ai pas la prétention d'être un expert de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment... Justement, j'ai envie de dire... c'est que c'est vraiment un sujet d'actualité, parce que ce soit même pour les iscaïstes qui sont maintenant sur le marché du travail ou qui le seront demain, nos manières de travailler, nos manières d'opérer dans les entreprises s'appuient de plus en plus sur la technologie. Et il y a toujours cette question, quand on voit un peu ce qui se passe, soit en termes de big data ou bien de machine learning, pour faire simple, cette automatisation croissante de nos manières de travailler, les travailleurs disent, est-ce qu'on va être remplacé par des machines? En fait, la réponse est que oui, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui, même aux États-Unis, qui ont déjà disparu, remplacés par l'intelligence artificielle ou par les leviers que donne la technologie. Mais ils sont remplacés par d'autres métiers. Donc je dirais qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus digitalisé, mais que, quelque part, et je reprendrai peut-être une citation assez célèbre qui dit que ce qui fait le désert, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. Même si on peut développer les machines les plus sophistiquées, l'intelligence artificielle la plus élaborée, je pense que l'être humain déjà est derrière toutes ces inventions et qu'il aura toujours sa place derrière ça. Maintenant, le trait d'union, si tu veux, avec les ressources humaines, je pense que c'est non seulement notre manière de travailler qui est en train de changer, mais les métiers qui sont gérés aujourd'hui par le département ressources humaines en termes de talent, en termes de formation, ont changé. On est dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, l'entreprise est de plus en plus digitalisée, et je pense qu'on a posé cette question à un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui sont cotées sur la bourse de New York, en leur demandant d'après eux c'est qui ou quelle est la fonction au sein de l'entreprise qui est plus à même de gérer cette transformation avec cette nouvelle utilisation de l'intelligence artificielle, mais également du big data en général. Et la seule fonction aujourd'hui peut-être qui est la plus à même de gérer cette transformation, ce n'est pas le service IT ou le département IT, contrairement à ce que pourraient penser les gens, c'est un projet de changement. Donc c'est la fonction RH qui est la plus à même de justement gérer cette transformation. Encore une fois, c'est l'homme, parce que c'est l'homme qui va l'utiliser. Pour conclure, peut-être je voudrais être plus pratique et donner un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine des RH, et notamment le big data et le machine learning, qui a été utilisé par l'entreprise Amazon, en fait, qui est leader dans le monde, et qui a utilisé ça pour recruter. Donc en fait, ils sont allés, pour vous expliquer, ils sont allés chercher les personnes qui réussissaient le mieux dans leur entreprise, et ils ont, grâce au big data, essayé de modéliser le profil type avec les qualités des gens qui réussissaient le mieux chez Amazon. Et cette intelligence artificielle a commencé à recruter pour eux en puisant sur les médias sociaux, sur le big data, sur LinkedIn, et en proposant des shortlists. Donc il se peut que nos chers étudiants de l'ISCAE seront demain recrutés par une machine. Cependant, et c'est là où je dis que l'homme est toujours utile, pourquoi? Parce que finalement, l'histoire est écrite par les victorieux, c'est de Winston Churchill. C'est celui qui gagne la guerre, en fait, qui l'écrit, et cette guerre entre la machine et l'homme va être gagnée par ceux qui seront les plus performants. Justement, Amazon a arrêté d'utiliser
l'intelligence artificielle pour recruter, parce que tout simplement, ils se sont rendus compte que même en introduisant cette modélisation, ils ont fait une ségrégation et qu'ils ont arrêté de recruter des femmes. Voilà. Et là, c'est impardonnable. Alors, ils ont arrêté, ils ont dit qu'au moins l'être humain, il réussissait à filtrer et à regarder ce biais et à s'assurer qu'il y a une certaine polyvalence et une certaine diversité. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est que, et je vais reprendre là pour conclure très vite, par rapport à notre industrie qui est pétrolière, il y a une personne très célèbre au niveau de l'OPEP à qui on a posé la question pourquoi on continue d'utiliser du pétrole. Et moi, je ferai cette image pour faire le parallèle avec pourquoi l'être humain sera toujours important. Et sa réponse a été de dire que l'être humain, dans son histoire, il est passé de l'âge de pierre à l'âge de fer, pas parce qu'il n'y avait plus de pierre dans le monde. Aujourd'hui, on a encore des pierres. Mais parce que le fer, c'est mieux que la pierre. Donc le jour où l'intelligence artificielle réussira à surpasser son créateur qui est l'homme, à mon très humble avis, je pense que ce jour-là, oui, ça va se faire. Et je pense que le rôle de RH aussi, quelque part, va peut-être pas disparaître, de même que l'être humain, mais va changer. On va passer d'une fonction qui servait à recruter, payer, gérer des carrières, donc une sorte de service provider. On va devenir des gens qui gèrent la transformation. Donc c'est une digital workforce, digital workplace, donc digital HR ou bien smart HR, ou appelez-la comme vous voulez. Mais je pense que RH a encore de l'avenir et aussi l'être humain en général. Alors, ça, c'est ma réponse. Alors, je rebondis sur ça. Vous avez donné l'exemple d'Amazon. L'exemple d'Amazon serait qu'il y a eu l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier des profils potentiellement performants. Il y a eu peut-être une erreur dans le paramétrage, mais moi j'ai envie de croire, de la description qu'on me donne, que c'est quelque chose qui est ajustable, réglable, et c'est-à-dire que le progrès va continuer de toutes les façons. Donc ils l'ont arrêté aujourd'hui, peut-être parce que l'outil n'était pas suffisamment bon, mais tout porte à croire que demain, l'outil le sera. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce point? Je suis tout à fait d'accord en fait. Là c'est effectivement symptomatique d'un modèle qui a été qui manquait de finesse, qui manquait de certains attributs. Voilà, ça va venir par la suite. Mais là où une petite addition, c'est qu'aujourd'hui et même dans le futur, l'intelligence artificielle n'est pas vouée à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'en général, quand il y a une décision à prendre, une donnée, elle va nous donner cette décision, ou plusieurs décisions, pas une, avec un degré de confiance avec cette décision. C'est un pourcentage. Très bien. On est sûr à 80% que voilà la meilleure action ou le meilleur profil à recruter serait celui-là. Mais après, la décision de recrutement serait toujours chez les RH, chez la personne qui va prendre ces décisions. Donc on est dans une phase d'aide à la décision plutôt que de prise de décision pure et dure. En fait, ça nous ramène un peu à la discussion qu'il y a eu ce matin lors du panel d'ouverture, où nos intervenants ont donné l'exemple de l'université et de l'enseignant, du rôle du professeur et du rôle de l'université. Et puis on s'est dit, peut-être, je pense que c'est Zakaria Arbi'i qui avait dit, peut-être que demain, il n'y aura plus d'enseignants, peut-être que demain, il n'y aura plus de professeurs. Et donc l'idée, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de professeurs en tant que tel, mais que le professeur, comme il est aujourd'hui, la fonction telle qu'elle est aujourd'hui, n'existera probablement plus. Donc idem pour les ressources humaines, peut-être que la fonction telle qu'elle est aujourd'hui va changer, peut-être que le fait de couper un peu la barrière géographique va permettre de gérer des territoires qui sont plus importants, ce qui est déjà le cas aujourd'hui quand on voit des dirigeants gérer des régions, un continent entier, et puis peut-être que l'outil facilitera beaucoup plus l'accès, facilitera le travail et donnera peut-être beaucoup plus d'aisance aux décideurs à ce moment-là. Alors, il paraît que 60%, 65% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc on se pose toujours la question de si les métiers n'existent pas, comment s'y préparer, comment s'y former, et donc comment est-ce que demain nous aurons les compétences pour cela. Alors on va revenir vers vous deux dans un petit moment pour analyser ça. Moi j'aimerais donner la parole à Oussama Hamida. Vous avez lancé une école avec un modèle différent. Alors, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu ce modèle, nous expliquer déjà comment est venue l'idée, d'où est-ce que venue cette motivation, cette envie de vous lancer dans cette aventure?
En fait, par rapport à l'école, moi, j'ai une autre entreprise, d'accord? Donc, pendant un bon nombre d'années, on n'avait pas de problème de recrutement, de rétention des gens, etc. Mais à un certain moment, on a eu un grand taux de personnes qui partaient, principalement vers la France ou le Canada. Donc, on n'arrivait plus à garder des personnes, même si on était une petite entreprise, mais on n'arrivait plus à garder les personnes qu'on aime, qui sont un petit peu les piliers de notre entreprise, on n'arrivait plus à les garder. On était aussi une entreprise de gaming. Donc, les disciplines sont assez pointues. Et le temps d'apprentissage dans l'entreprise, il est de 1 à 5 années. Donc, quand on perd un profil qui a passé 5 années en entreprise, c'est vrai que ça fait vraiment mal. Et on s'est dit à un certain moment, bon, au lieu de continuer à chercher avec de grands budgets de recrutement des personnes qui ont ces compétences, pourquoi ne pas les créer à partir de personnes qui sont à la base passionnées par la chose. Donc on s'est lancé dans cette idée, donc on a commencé un petit peu à former notre propre modèle. À un certain moment, on a trouvé des modèles qui existent dans le monde qui sont très intéressants. On a trouvé un modèle qui existe en France, on a essayé un petit peu de le dompter pour le cadre marocain. Et en fait, c'est un modèle où le professeur n'est pas professeur. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de ce modèle où le professeur n'est pas vraiment celui qui donne le savoir. Donc, chez nous, à la 3W Academy, en fait, le professeur, c'est un facilitateur. Donc, on a un système qui traque vraiment l'évolution de chaque participant, de chaque étudiant en temps réel. Donc, on sait un petit peu quels sont les problèmes qu'ils ont, quels sont même sur le plan linguistique, on arrive un petit peu à vérifier s'ils sont vraiment dans une bonne démarche d'apprentissage. Et le prof, nous on le nomme team leader. En fait, c'est celui qui essaie un petit peu de motiver son équipe de manière technique pour les ramener à délivrer les différents exercices, les différents projets sur lesquels ils travaillent. Excellent. Alors, moi, ça me fait revenir à un point qu'on vous avait présenté d'une manière assez accessible, l'intelligence artificielle. Vous avez cité 3 points. Ça permettrait de changer l'engagement des clients. Ça permettrait également de devenir, cette intelligence artificielle serait un conseiller éclairé en entreprise. Et troisièmement, d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Moi, je vais m'arrêter sur ce deuxième point, de devenir un conseiller éclairé, et ça me ramène encore une fois à notre table ronde de ce matin, où on disait que ce qui est très compliqué, c'est de voir partir du concentré de savoir, du concentré d'expertise. C'est ce que vous disiez, quelqu'un qui a passé 5 ans en formation et qui part, c'est un vrai gâchis. Dans certaines structures, dans certaines entreprises, ce sont des personnes qui ont passé 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, une vie entière en entreprise, qui des fois soit quittent l'entreprise parce qu'ils volent vers d'autres cieux, soit ils quittent l'entreprise tout simplement parce qu'ils arrivent à l'âge de la retraite, et pourtant ce sont des perles en matière de savoir, de connaissances et d'expertise. Alors, plus concrètement, comment est-ce que et là ma question s'adresse à vous deux, et à Sibindla et à Sisfiani, comment est-ce que cette intelligence artificielle, comment est-ce que ces nouvelles technologies d'une manière générale qui arrivent, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre, hein, sans rester enfermé là-dedans, peuvent permettre de préserver ce savoir-faire des entreprises, donc que ce soit du côté humain, mais aussi du côté technologique. Parce que moi, je vois le cas de mon métier ou d'autres métiers, on a des manuels de procédure à ne plus en finir avec le détail du détail, mais on peut donner ce manuel de procédure à un collaborateur qui peut être excellent par ailleurs. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il aura la même dextérité, la même facilité à déployer ce savoir-là et à utiliser ces procédures. Alors, comment est-ce que cette intelligence peut faire évoluer cette approche-là? Si tu permets, Hicham, je voulais te remercier de cette question de qualité et puis te remercier aussi de ne pas nous avoir donné les questions avant pour nous permettre de nous y préparer. Donc, je vais essayer d'improviser en te laissant le temps de réfléchir, voilà, avec grand plaisir. Donc, moi, ce que je dirais par rapport à justement cette problématique du knowledge management, je voudrais peut-être déjà la coupler avec ta question de juste avant, auquel tu as essayé de répondre, où tu as dit les métiers changent. Moi, je dirais les métiers changent, oui, mais les gens qui travaillent dans les entreprises sont aussi en train de changer.
on fait face à l'arrivée des millennials de plus en plus qui soit sont déjà en train d'étudier ou déjà sur le marché du travail et qui aujourd'hui statistiquement seront 70% des gens qu'on est en train de recruter. Ces gens-là, par nature, ces personnes que nous accueillons et que RH doit apprendre maintenant à gérer, ne restent pas dans une entreprise. Donc leur modèle de carrière n'est pas un modèle de carrière qui est défini comme étant rester dans la même organisation de manière durable. Le modèle japonais. Voilà. Donc à vie, avec la retraite, tout ça. Donc je pense que c'est une fatalité et qu'effectivement de plus en plus on va être face à cette problématique de rétention des personnes de cette génération-là. Voilà. Moi je suis très limite, vraiment on est la fin de série de X, etc. Mais qui effectivement vont partir avec le savoir qu'ils ont. D'où l'intérêt de retenir ce savoir et de gérer le savoir, c'est le knowledge management. Là où intervient l'intelligence artificielle et les plateformes, justement, tu parlais, qui aident au learning, machine learning, etc., c'est de servir de plateforme pour la rétention de ce savoir. Donc l'idée, justement, qui est faite, c'est que des consultants spécialisés qui faisaient partie du tour de table ce matin, ont dit que normalement toute entreprise dont c'est la principale richesse, le capital humain quand même, doit capitaliser sur son savoir. Donc on identifie effectivement c'est qui les personnes qui savent. Nous, très humblement, à Vivo Energy, nous avons identifié des know-how leaders, et ça, ce n'est pas des know-how managers, c'est des leaders qui sont experts dans leur domaine et qu'on a essayé de mettre dans ce rôle-là en couplant ça, en mettant à disposition une plateforme, notamment SharePoint, qui permet, comme ce matin on a parlé de savoir combiner, donc de partage, et c'est là où la technologie est très forte. Pour soit développer, on a une plateforme de e-learning par exemple, pour vulgariser ce savoir, mais aussi pour le stocker et pour le partager. Donc moi je pense que sans technologie, ce n'est pas des choses qui seront possibles, mais que vraiment, vous avez posé une très bonne question, parce que je pense qu'à l'avenir, il n'y aura que ça. Les gens ne restent plus n'importe où, ils veulent vivre ailleurs. C'est très critique de retenir leur savoir. Poussons un peu la réflexion. Poussons un peu la réflexion. Aujourd'hui, il existe déjà des plateformes d'e-learning, des plateformes de formation, que ce soit des plateformes de formation internes à l'entreprise ou des plateformes plus globales et plus importantes. Mais ces plateformes-là contiennent un contenu que des formateurs ont défini à un moment donné, ont identifié, ils ont fait une ingénierie et ils l'ont intégré. Ça existe déjà, ça existait déjà depuis plusieurs années, ça évolue, ça évoluera certainement. Mais ce n'est pas forcément là où je vois moi, encore une fois, de mon point de vue de profane, il faut le rappeler, c'est peut-être l'apport de l'intelligence artificielle. Si Hicham Ben Billah, est-ce que demain, on peut imaginer qu'un opérateur ou qu'un cadre ou qu'un dirigeant à n'importe quel niveau puisse, pour de la prise de décision, à un moment donné, faire entrer un certain nombre de données, poser un certain nombre de questions et qu'il ait un avis, encore une fois, non pas une décision, mais un avis émis par une machine qui pourrait, par une approche de big data, intégrer l'ensemble des décisions prises dans l'historique ou jusqu'à un certain historique de l'entreprise et qui va dire voilà, la somme de l'intelligence de cette entreprise-là aurait orienté la décision peut-être de telle façon ou de telle façon pour orienter la réflexion. Est-ce que c'est imaginable ou est-ce qu'on est sur la science-fiction de quelque chose qui arrivera dans 30 ans? Non, on n'est pas dans la science-fiction. Tant que ces données-là, on sait où les trouver. Je ne dis pas que ces données soient structurées, non structurées, n'importe quel format, que ce soit des images, des documents scannés physiquement, etc. Tant que ces données sont là, on devrait pouvoir le faire. Je vais vous donner un exemple. On va sortir un petit peu du monde de l'entreprise, mais juste pour vous dire l'état de l'art aujourd'hui et là on en est. C'est dans le domaine de la santé. Et c'est dans le domaine, et ça nous touche tous, malgré que ce ne soit pas une entreprise, mais en fait, IBM, par Watson, a décidé très tôt de partir sur la recherche oncologique. Oui. Et ils ont en fait donné des outils d'aide à la décision aux docteurs pour les traitements pour certains types de cancers. Et ce que faisait l'intelligence artificielle derrière, c'est qu'elle lisait les 180 000 publications annuelles sur le cancer. Elle les lisait, elle donnait, et ça faisait une synthèse, ça faisait une analyse,
Et encore plus que ça prenait en compte la typologie des patients et ça les comparait avec les autres patients dans la machine connaît le traitement qui a été impliqué et donner pas des diagnostics, enfin c'est diagnostic, mais aide au diagnostic, c'est-à-dire que ça donnait des propositions aux médecins et ça permettait aussi aux médecins de dialoguer de manière complètement, avoir un dialogue. Et ça existe aujourd'hui. Ça existe aujourd'hui. Avec du langage naturel. Faites ça, faites ci, qu'est-ce que c'est ça, le patient monsieur a ça, etc. Et ça fait grandir la base de knowledge, de la knowledge base, etc. Bon, juste pour vous mettre un peu sur l'état de l'art aujourd'hui. Très bien. Alors, j'enchaîne avec vous tant que j'y suis. Oui. Là, on a donné l'exemple de ce qu'il y a aujourd'hui. Demain, si on a de l'imagination, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Alors, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Les recherches qu'il y a aujourd'hui, vous êtes en charge de l'innovation, oui. Vous êtes au courant un peu de ce qui se passe par ailleurs, que ce soit chez IBM ou j'imagine même dans le cadre de Benchmark, oui. Ce qui se passe ailleurs. Les recherches vont vers quoi exactement? Alors, les recherches, elles vont dans un premier temps à affiner ce qui se fait aujourd'hui, à le rendre plus proche moins proche des développeurs et des chercheurs, mais plus proche de nous en tant que personnes. C'est-à-dire qu'en entreprise aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'utiliser de l'intelligence artificielle sans avoir à écrire une seule ligne de code, sans avoir à comprendre derrière comment ça marche. C'est-à-dire que nous, en tant que détenteurs du savoir, on a accès à mettre en place ce modèle directement sur la machine. Ça c'est la première étape. Et puis voilà, j'ai envie de dire sky is the limit pour les autres. Bon, on sera pas Terminator très vite, mais voilà, on est dans l'aide. L'avenir nous dira. Reda Sifiani, alors on parle d'avenir. Je ne suis pas voyante encore. Non, mais je sais bien, mais donc je vais me recycler si le métier disparaît. Pas dans la voyance, mais un bon expert RH, à mon avis, aura les réponses. Donc je suis rassuré par rapport à ça. Alors, à votre avis, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Et comment est-ce que, parce que vous avez parlé de transformation tout à l'heure, c'est-à-dire que la mission de la transformation a été plus orientée ou remise en quelques questions au RH plutôt qu'à d'autres fonctions en entreprise. Alors, à votre avis, comment est-ce que cette transformation en entreprise peut s'opérer? On a parlé de métiers qui n'existent pas encore, de savoir qui risque de se perdre ou pas. Donc, vous avez donné déjà une première partie de la réponse. À votre avis, comment est-ce que ça va évoluer dans l'entreprise de demain? Écoutez, moi je pense que, mais très humblement, hein, moi je vais reprendre, bien qu'on n'est pas des ingénieurs, on est plutôt issus d'écoles de commerce, mais je crois qu'il y a un théorème de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc effectivement, l'entreprise ne fait pas exception. Ce qui est sûr, c'est que l'environnement va devenir de plus en plus digitalisé. Et que l'être humain en général aujourd'hui, si je vois cette génération des milléniaux ou des millénaires, ce n'est pas des gens qui sont satisfaits ou qui se satisfont de n'importe quelle carrière ou de n'importe quel emploi. Donc je pense qu'effectivement, on va utiliser ce levier technologique dans l'entreprise pour de plus en plus utiliser l'intelligence artificielle pour compiler le big data. On voit déjà beaucoup de métiers qui naissent tels que les digital managers, c'est des métiers qui sont au Maroc d'ailleurs, c'est très recherché, pour justement apporter une plus grande digitalisation à nos manières de faire et comment on les fait. Mais je pense aussi que ça va changer notre manière de former les gens dans les entreprises, parce qu'on va commencer à utiliser beaucoup de plateformes de e-learning de plus en plus, sont déjà utilisées, mais je pense que ça va aussi justement révolutionner ça. Mais que dans tous les cas, à mon très humble avis, l'être humain restera au centre de tout ça, qu'on va utiliser les machine learning, big data pour créer des scénarios, simuler des scénarios très vite avec une plus grande dextérité, si vous voulez, une plus grande intelligence artificielle, pour des décisions encore plus efficaces, où toujours, je pense que la performance restera quand même la hantise de toute entreprise. Très, très bien. Donc moi, je pense que c'est plus ça, c'est peut-être notre manière de faire qui va changer, et comment on va le faire, et pour la plus grande satisfaction de notre premier client,
c'est le client employé. Si j'ose dire, on va lui mettre. Ça mérite des applaudissements pour le client employé. Voilà, alors, qui le valent bien. Question que j'ai à poser à Oussama Ben Hamida. Vous avez dit que votre école accompagnait la reconversion, en quelque sorte. On a dit que les fonctions de demain n'existent pas. On a des employés qui devront faire autre chose. Donc ces employés devront évoluer de toutes les façons. Alors comment est-ce que votre structure, comment est-ce que l'école que vous avez lancée permet cette reconversion? Moi j'avais entendu il y a quelques années déjà que celui qui ne sait pas coder aujourd'hui est considéré comme un analphabète. Ce qui m'inquiète un peu pour moi aussi, mais ça le sera, si ça ne l'est pas aujourd'hui, ça le sera peut-être demain. Est-ce que ça s'inscrit dans ce sens-là? Comment est-ce que vous accompagnez cette reconversion? En fait, en continuant juste sur ces questions d'intelligence artificielle, en fait, on a un truc dans le long terme sur lequel on ne sait rien. Donc, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer dans les 10-15 années prochaines. Par contre, par exemple, nous, à la 3W Academy, en fait, on croit qu'il y a quand même un moyen terme sur lequel on peut agir. Nous, en fait, ce qu'on fait, au-delà des formations sur lesquelles on prépare un petit peu les personnes à se reconvertir et à travailler pour des entreprises dans le digital, c'est aussi de préparer une communauté de personnes à être passionnées par les concepts de code, à être passionnées aussi par la pensée critique, à être passionnées par certains concepts qu'on juge à la 3W Academy et dans d'autres communautés qui sont un petit peu autour de nous, certains éléments et certaines compétences qui sont nécessaires pour ce monde moyen-termiste. Donc, on essaie un petit peu d'organiser plein d'événements, des hackathons, des événements comme ça, dans lesquels les gens découvrent ce concept de code. On essaie un petit peu de les initier avec des choses qui sont super simples. Donc, ils voient qu'ils sont dans 2 heures, 3 heures, ils ont pu quand même construire un petit programme qui fait un truc très, très basique. Donc, ils savent que c'est possible. Que c'est possible. Voilà. Et on organisera aussi prochainement des hackathons dans lesquels il y aura de la programmation d'objets qui ne sont pas nécessairement des ordinateurs. Donc, on va ramener des mécanismes simples de Smart Bridge et d'autres équipements dans lesquels on va essayer de faire des programmes que des gens qui n'ont jamais codé puissent coder dessus. Question, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà accompagné une entreprise dans le début de cette reconversion? Là, on est en train de travailler sur un projet aussi avec la CDG et avec 4 grandes entreprises qui sont ici d'ailleurs, donc CGI, Capgemini, Atos et j'ai oublié la 4e, donc je m'excuse. Ils sont là. Et en fait, on essaie de former des jeunes sur des métiers de l'offshore, et principalement sur coder en mode offshore, en préparant tout le programme avec ces entreprises. Donc, c'est en concertation avec ces entreprises. Et donc là, on est un petit peu en train de les accompagner à insérer ces jeunes et un petit peu de pousser leur business dans ce sens. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. On va prendre 1 à 2 questions dans la salle avant de faire un petit mot de clôture et enchaîner directement avec la 2e émission dédiée à la libération du potentiel créatif des ressources humaines et des personnes d'une manière générale. Mesdames et messieurs, la première question est gratuite, les autres sont payantes. Donc, première question pour monsieur, est-ce qu'il y a une hôtesse qui peut donner le micro ou peut-être, voilà, allez-y directement. Présentez-vous d'abord et posez votre question après, s'il vous plaît. Alors, bonjour, El Jafari Yasser, étudiant à l'ISKE, Master 1, Marketing. Alors, merci pour votre présence aujourd'hui avec nous. J'irai direct vers ma question. Alors, je me permettrai de prendre vos mots. Poussons un peu la réflexion. Alors, j'ai lu quelque part un projet de neuroscience, avec une petite fusion avec l'intelligence artificielle, qui consiste à élaborer des chipsets dans le cerveau humain pour pousser les capacités cérébrales de l'être humain. Alors là, est-ce que vous voyez que ce plan est pour que l'être humain ait toujours sa place dans notre monde, ou est-ce que c'est plutôt pour créer ce Terminator quand on a parlé,
et éradiquer cette partie humaine. Merci. Alors, pour en tout cas donner un début de réponse, est-ce qu'on aura recours à la biotechnologie ou à la nanotechnologie pour pour augmenter les talents des humains? Peut-être, si la technologie le permet. Aujourd'hui, je veux dire, avec toutes les avancées qu'on a sur les réseaux neuraux et qu'on comprenne comment notre cerveau fonctionne, je pense qu'on n'y est pas encore. On peut être d'accord là-dessus. Mais là, c'est-à-dire si tu as poussé un peu la discussion, moi je la remets un petit peu en arrière, si tu veux. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'on a un besoin d'augmenter nos connaissances, ça a un besoin d'augmenter nos talents. Peut-être avant d'y arriver là, qu'on ait la technologie pour le faire, on va le faire de différents moyens aujourd'hui qui seraient moins invasifs pour nous en tant qu'espèce humaine. Voilà. Merci beaucoup. Un complément chez Je Reda. voulais vous féliciter pour la qualité de votre question déjà. Ça rend très fier Merci. un iscaïste un autre. Hein. J'espère que tout le monde ici est iscaïste, sinon je vais faire des jaloux. Hein. mais sincèrement, moi, très humblement, je crois que ça s'appelle la 4e révolution, ce dont vous parlez, que c'est déjà là, et que en fait, ça a été utilisé pour les personnes qui sont paralysées, de manière à essayer de les connecter, notamment à des bras articulés, qui sont en fait des robots, de la robotique, avec de l'intelligence artificielle pour décoder justement ça. Donc je pense que ça a déjà lieu, ça s'appelle la 4e révolution industrielle, qu'il ne faut pas en avoir peur parce que là c'est un exemple qui donne la possibilité à des gens qui n'ont jamais pu bouger leurs mains ou qui n'ont pas de bras par exemple, de commencer à articuler et d'animer par la pensée des objets. Et je vous invite notamment à aller sur YouTube. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu de grands progrès qui ont été faits ça. Et c'est vraiment un très bon exemple que vous avez évoqué pour faire le trait d'union et dire que, en fait, ce n'est pas forcément des choses maléfiques ou la négative, mais je pense que ça restera au service de l'humain et que c'est toujours l'humain qui est derrière ça. Voilà. Tant qu'il y a de la valeur, on le fera. S'il n'y a pas de valeur pour nous, voilà, c'est effectivement. Un mot peut-être? Non. On prend une deuxième question et ça sera la dernière. Monsieur. Bonsoir tout le monde. Donc, concernant... Présentez-vous s'il vous plaît d'abord. Désolé, je me nomme Traoré Bouraïman. Je suis malien, je suis à l'ISCAI Rabat. Concernant votre thématique, l'intelligence artificielle, on sait que c'est quelque chose qui comporte des avantages comme des inconvénients, comme le chômage, la création de chômage. Et par contre, de l'autre côté, ça peut amener l'augmentation de la productivité et puis l'amélioration de beaucoup de choses plus que ça. Mais est-ce que vous, analysant cette intelligence artificielle, vous pensez que ça peut apporter davantage plus que d'inconvénients? Merci. Bon, je pense que l'être humain a toujours été motivé par les mêmes motivations depuis le départ. Ça veut dire être, donc améliorer la production générale, donc être encore meilleur dans sa productivité, etc. Et l'intelligence artificielle, elle répond dans les différentes industries dans lesquelles elle a été implémentée, elle répond à ces questions. Donc c'est une fatalité qu'on aura par la suite des machines, entre parenthèses, qui vont remplacer des fonctions qui ont été émises par l'homme. Mais par contre, il y a certaines discussions sur le plan mondial, comme par exemple le Global Basic Income, par exemple énoncé par Elon Musk et d'autres leaders de la technologie. C'est pour donner un petit peu d'argent à toutes les personnes qui existent dans le monde pour un petit peu remplacer le manque de boulot ou d'offres de travail qu'ils auront dans le futur. Mais moi, je suis très optimiste. Je peux parler de personnes qui sont très optimistes par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense que l'être humain sera toujours là. Il trouvera d'autres choses à faire. Il faut juste qu'on ait un petit peu confiance en nos capacités et confiance dans le futur. Monsieur Traoré, merci pour votre question et bienvenue au Maroc. Hein. On salue nos collègues du Mali. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ta question, je pense, elle renvoie aussi à la notion de développement durable. Parce que tu parles d'inconvénients ou bien d'avantages pour le futur. Et dans le monde industriel, par exemple, s'il y a vraiment une grande avancée qu'a permis l'intelligence artificielle, c'est comment on manage nos ressources
pour produire. Et pour produire propre, sans détruire. Et ça, c'est grâce aux modèles qui sont développés, compilés en temps réel très vite par des modèles d'intelligence artificielle et des systèmes, qu'il y a de grandes cimenteries, de grands complexes industriels réussissent justement à réaliser cet équilibre pour le plus grand bien de l'être humain et pour sauvegarder cet environnement sans lequel l'homme va disparaître. Donc moi je pense que c'est plus, je pense vraiment, ça apporte beaucoup de chances pour l'homme plus que des inconvénients. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, c'est directement enchaîner sur un mot de clôture pour arriver à la fin. Alors, le mot de clôture pour moi serait que c'est une technologie à laquelle il ne faudrait pas du tout avoir peur, qui est quand même là pour durer et qu'il va falloir se transformer et la voir comme quelque chose, comme on disait, qui va nous ajouter de la valeur. Et qu'il faut dompter. Qu'il faut dompter. Effectivement. Alors moi, le mot de la fin peut-être sera pour nos très chers étudiants, c'est de dire que quelque part, ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est pas seulement une problématique technologique, mais je pense que les métiers de demain vont beaucoup changer. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'être formés pour avoir un diplôme et quelque part pour s'insérer dans le monde du travail. Donc j'invite beaucoup mes très chers étudiants et amis à essayer d'identifier quelles sont les opportunités aujourd'hui qui existeront demain dans l'entreprise, pour vraiment faire face à un monde aujourd'hui, vous parliez de chômage et vous parlez vraiment d'opportunités. Moi, je parle d'optimisation. Je pense que c'est d'un très grand avantage comparatif pour travailler que d'être à la page par rapport à ces nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître pour surfer sur cette vague et ne pas en être une victime. Mot de la fin, donc j'ai dit allez sur LinkedIn, cherchez les métiers qui sont les plus demandés. Vous aurez un petit aperçu de l'avenir. Donc digitalisez-vous et ayez confiance dans l'avenir. Oui. Oussama Abdallah Ben Hamida, Reda Sfiani, Hicham Ben Bella, merci beaucoup. Merci très sincèrement pour votre contribution, pour votre générosité. Mesdames et messieurs, on va faire la clôture de cette première émission. Intelligence artificielle, quel rôle pour l'homme dans l'entreprise de demain? Merci beaucoup et on se retrouve dans un instant avec une deuxième émission de très très bon niveau sur la créativité et le potentiel créatif avec encore une fois des intervenants d'excellent niveau. On se quitte en musique comme tout à l'heure.